Bonjour. Oui, alors Annie est là. Cécile aussi. Oui, oui, que j'ai croisé. Moi, j'en veux pas vraiment, les gens sont pas d'après. Je peux pas rentrer. Je suis bien sorti avec les C'est lui. Il doit rejoindre la tête du monde, alors c'est d'abord dans la tête. Voilà. Monsieur Marien, évidemment. Mais justement, ah super, merci. Non, on a besoin d'un il faut de l'eau. Ah oui, oui. Alors ? Je sais pas comment. Hein? Ouais, elle est très bien. Hop. Non? Si, si, c'est parfait. Bien sûr. Aussi, alors. Oui, 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 oui. C'est Daniel. Oui, là, j'ai jamais fait le repas et là, j'aurais fait le repas. Mais moi, j'ai France Inter dessus depuis. C'est pas bien.
Moi aussi, j'ai mis des patates. Ça va? Merci de votre message. Parfait. Bonjour à tous. Merci à vous quatre d'être parmi nous aujourd'hui. Ce salon, en fait, il a été créé pour vous puisque en 2015, quand on a imaginé de créer un salon autour des lanceurs d'alerte, on s'est posé la question de savoir comment on allait l'appeler, lui donner un titre un peu sympa, et en même temps on n'avait pas beaucoup d'idées. On a décidé que ça s'appellerait le salon du livre des lanceurs d'alerte. Et puis en regardant un petit peu les gens qu'on invitait, en regardant un petit peu les livres qui étaient publiés à l'époque, on s'est aperçu que les lanceurs d'alerte, en fait, c'était des lanceuses d'alerte. Pour les 3/4, c'était des femmes, et du coup on a décidé d'appeler ça le livre des lanceuses, le salon du livre des lanceuses et lanceurs d'alerte. Voilà l'explication. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Je vous présente rapidement, on est autour du livre de Florence Méréo qui s'appelle Les Résistantes, avec à côté de moi Annie Dupéret, que tout le monde connaît bien sûr, actrice, romancière, des succès de librairie incroyables, et puis aussi quelqu'un qui nous a alerté sur le Levothyrox, évidemment, qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Juliette Boudre, qui est l'auteur de « Maman ne me laisse pas m'endormir », dans lequel elle raconte ce récit tragique et bouleversant de la descente aux enfers de son fils Joseph, suite à des overdoses d'opiacés. Voilà, un très très beau livre aussi. Marine Martin, qui est une fidèle du salon,
qui a révélé l'affaire de la dépakine, cette épidémique, prescrit malheureusement sans avertissement pour des femmes enceintes ayant provoqué des conséquences et des malformations terribles, troubles neurologiques. Mais elle va nous en parler un petit peu plus après derrière. Et puis donc Florence, qui est journaliste, reporter, spécialiste de tout ce qui est médicaments, et qui a eu la bonne idée d'écrire ce livre, Les Résistantes, autour de 12 portraits de femmes qui ont participé à lancer des alertes sur des domaines médicaux. Je vais lui passer tout de suite la parole, parce qu'en fait c'est elle qui sait comment est construit ce livre, qui est vraiment un livre agréable à lire, et dans lequel elle a trouvé 12 portraits. Peut-être commencer par me dire pourquoi 12 portraits et puis lesquels. Oui, alors effectivement, il aurait pu en avoir plus que 12, parce qu'il y en a d'autres, des lanceuses d'alerte. Moi, j'avais vraiment envie de dresser ces 12 portraits parce qu'elles ont toutes réussi à faire avancer quelque chose, et j'avais envie qu'on puisse constater qu'effectivement, une alerte citoyenne, elle peut être victorieuse, elle peut, en partie en tout cas, parce qu'elles ont encore beaucoup de chemin à faire, mais que oui, il était possible et qu'il pouvait y avoir des exemples réussis de mobilisation citoyenne. Effectivement, des femmes, parce qu'on se rend compte en tout cas sur les questions de santé que ce sont souvent les femmes qui se battent le plus, et aussi parce que c'est souvent elles qui sont le plus concernées par les problématiques du médicament, d'un dispositif médical, des addictions. Donc j'avais vraiment envie qu'on puisse leur donner la parole et qu'elles aient vraiment un terrain où elles puissent être écoutées, parce que souvent elles ne l'ont pas été lorsqu'elles ont dénoncé leurs problématiques. Je vais peut-être passer la parole tout de suite à Annie Dupéret pour nous parler un petit peu de comment elle s'est retrouvée comme ça en première ligne sur le Levothyrox, comment on en arrive à prendre la parole au nom des autres peut-être, même si c'est d'abord sa propre parole, ça devient une parole en commun, et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans sa démarche. Alors moi je ne suis pas une bagarreuse du tout. L'idée de mener un combat est une chose qui m'ennuie, qui me fatigue le plus. Bon, seulement il se trouve que, effectivement, comme des centaines de milliers de personnes, femmes surtout, je me suis trouvée à avoir des effets secondaires inexpliqués avec un médicament dont on n'a pas dit aux gens qu'il avait été modifié. Enfin, moi, ma pharmacienne m'avait prévenu qu'il y avait un petit excipient de changé. Bon, je me suis dit, un petit excipient, qu'est-ce que ça veut rien dire, quoi. Bon, c'est pas grave. Et je ne comprenais pas, pendant 3 mois, pourquoi j'ai été malade comme un chien, même jusqu'à être embarqué par les pompiers parce qu'ils croyaient que je faisais une crise cardiaque, jusqu'au jour où effectivement, c'est pas vraiment moi la lanceuse d'alerte, c'est une femme qui s'appelle Sylvie Robache, qui a fait une pétition en disant « Rendez-nous l'ancienne formule du Levothyrox ». Et là, j'ai compris. J'ai compris, et puis j'ai entendu un médecin de chez Merck, le médecin conseil de chez Merck, prononcer une phrase absolument ahurissante où il a dit tout changement est anxiogène, alors que nul n'avait été prévenu du changement, donc on ne pouvait pas être anxieux, puisqu'on croyait que c'était le même médicament. Et tout changement est anxiogène, surtout chez les personnes aux humeurs fragilisées par leur pathologie. À les humeurs fragilisées, là, le type, il aurait été en face de moi, il prenait une paire de claques, parce que je n'aime pas les humeurs si fragilisées que ça. Et puis je trouve que cette phrase était d'un tel mépris que j'ai pondu une lettre. Je ne sais pas comment elle est partie sur les réseaux sociaux, et je me suis retrouvée balancée dans cette bagarre qui m'a conduit jusqu'à Madame Buzyn, qui m'a invité une fois, pas deux, parce que je crois que j'avais à peu près compris. Je lui ai répondu une lettre le lendemain. Effectivement, j'avais à peu près compris, en tout cas, j'avais dit, c'est bizarre, vous me dites que notre agence de sécurité du médicament a demandé un changement de formule. Or, Merck a annoncé tout de suite que c'était pour toute l'Europe. En quoi est-ce que nous sommes décideurs pour toute l'Europe? Donc, est-ce que c'est pas Merck qui aurait demandé pour le rendre service? Bon, voilà, il y a tout ça. Bon, en fait, je vais la faire courte. Je me suis trouvée un peu embarquée, pas malgré moi, mais à porter cette parole-là. J'ai plus d'effets secondaires. Nous avons obtenu une chose, au moins, c'est qu'il y ait des alternatives maintenant. Il y a 5 ou 6 alternatives au Levothyrox. On a pu se fournir un temps à l'étranger, ça va s'arrêter parce qu'ils veulent vraiment l'arrêter, cette nouvelle formule. Nous avons demandé à corps et à cri à Madame Buzyn, puisque
cette formule qui réussissait à tout le monde depuis 30 ans était tombée dans le domaine public, de bien vouloir la faire copier avec le pouvoir qu'elle a à un laboratoire quelconque pour rendre service, il n'en est pas question. Donc il me reste un effet secondaire. Il me reste un effet secondaire, c'est de m'être rendu compte que nos autorités de santé qui sont censées nous défendre ne nous défendent pas. Voilà. Est-ce la parole peut-être Juste pour dire qu'il y a un mot qui revient souvent, et c'est un mot que tu connais bien aussi, Marine, c'est le mot mépris finalement. C'est ça qui revient le plus souvent dans la bouche des lanceuses d'alerte. Très clairement, la maltraitance. Il y a une question qui serait intéressante, par exemple, en ce qui concerne le lévothyrox ou tout autre médicament pris en majorité par les femmes, c'est à savoir si une majorité d'hommes avaient subi ces effets secondaires, quelle aurait été la réaction? Oui, mais très clairement, c'est sûr. Et la maltraitance des soignants, moi j'y suis confrontée régulièrement. Moi, mon médecin m'a demandé, mais qu'est-ce que vous allez, pourquoi vous continuez, pourquoi vous posez des questions? L'important, c'est que votre enfant soit bien pris en charge. Et je leur ai expliqué que si moi je voulais un troisième enfant, si le médicament était dangereux, il fallait que je le sache. Est-ce que c'était génétique? Donc, on m'a reproché finalement de me questionner du pourquoi mon enfant souffrait à la fois de malformations physiques et de troubles neurologiques graves tels que l'autisme. Et finalement, est-ce que c'était pas en lien avec le médicament que je consommais tous les jours pour soigner mon épilepsie? Et c'est un petit peu finalement par hasard, en pensant, en me posant des questions, alors qu'effectivement j'avais posé la question au médecin, est-ce que c'est dangereux pour le fœtus, le médicament? On m'avait dit non, il n'y a pas de risque madame, prenez de la vitamine B9 et tout ira bien. Et finalement, c'est en me questionnant que j'ai fini par tomber sur un site d'un hôpital parisien qui disait qu'effectivement le médicament le plus dangereux pendant la grossesse, c'était le premier, c'était le Roaccutane, l'antiacnéique, et le second, c'était la Dépakine, celui que je consommais au quotidien. Donc je me suis jetée sur la boîte de médicaments, j'ai regardé la notice et rien n'était marqué. Donc de là, après le choc de on m'a menti, on m'a trompé, en fait je le raconte dans le livre, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'assistais à un viol dans le métro et que je ne bougeais pas. Et je me suis réveillée en disant, mais tous les jours, des enfants vont naître sous Dépakine, toi tu sais et tu ne fais rien, c'est non-assistance à personne en danger. Et c'est là où j'ai réveillé mon pauvre mari, je lui ai dit, c'est dur de fonder une association, il me dit, oh, il faut être 3 et tout. Je dis, bon, ben voilà, et je suis partie là-dedans. Très vite, j'ai compris l'importance des médias pour dénoncer un scandale sanitaire. On était en 2011, je vois Irène Frachon à la télévision, je me dis, waouh, cette femme, elle a une gouaille, elle a une façon de parler, on s'arrête de faire ce qu'on fait quand on l'entend. Et je me suis dit, voilà, il me faut ce jeune avocat parisien, allez, on va partir, parce que j'avais tout de suite compris que, en étant à Perpignan, puisque je vis dans le sud, en prenant un petit avocat de campagne, jamais je pourrais affronter un si grand laboratoire, aussi puissant que les Sanofi, comme je les appelle, les Servier, Sanofi, les 2 S. Voilà. Donc voilà comment je suis partie en 2011 dans ce combat et qu'en 2019 j'y suis toujours et c'est pas fini. Marine, tu parlais d'Irène Frachon, qui est quand même quelqu'un qui te soutient aujourd'hui. Parce que nous, on a assisté dans le livre, on raconte cette scène. Marine a passé le week-end chez Irène Frachon et c'était quand même un week-end assez incroyable où il y avait ces 2 lanceuses d'alerte qui s'échangeaient des tuyaux, des conseils, où Irène Frachon expliquait des choses à Marine. Et c'est vrai que c'est quand même aussi une reconnaissance dans ton combat. Oui, avoir l'appui du soutien d'Irène. Déjà, avant, moi, j'ai même pas osé en 2011 m'adresser à elle. C'était une espèce d'icône comme ça. Et donc, c'est après, par la suite, quand j'ai travaillé avec Gérard Bapt sur justement fédérer tous les scandales sanitaires pour essayer d'obtenir un fonds d'indemnisation de toutes les victimes de médicaments, que enfin j'ai rencontré entre guillemets mon idole. Un fonds d'indemnisation qui a été obtenu grâce à Marine. Alors moi effectivement j'ai un peu une grande bouche et j'ai réussi à force de combat à mettre en place comme pour Mediator un fonds d'indemnisation des victimes de la Dépakine. Et je trouve ça profondément injuste pour les autres victimes de médicaments. Je pense notamment au Distilben qui est un petit peu dans la même lignée que la Dépakine, c'est-à-dire qu'on est sur des médicaments tératogènes, donc phétotoxiques pendant la grossesse. Déjà, ce mot tératogène est assez affreux, il veut dire monstre en grec. Donc savoir qu'on a engendré des monstres à cause d'un médicament, c'est assez violent en termes de terminologie. Voilà, donc je trouve ça injuste que les victimes du Distilben, qui date des années 70, aujourd'hui ne soient toujours pas indemnisées. Et donc ça, c'est véritablement un scandale. Mais ça, j'y travaille, je continue à y travailler malgré tout. Ce qui est incroyable, c'est que les médicaments sont quand même censés là pour nous soigner. Et il y a des notices avec des contre-indications. Et pourtant, on en arrive avec la Dépakine à se rendre compte que
médicament va, même si il soigne vraiment l'épilepsie, permet de vivre normalement de l'épilepsie. On s'aperçoit que, évidemment, les conséquences peuvent être très graves. Juliette Boudre, dans votre livre, vous êtes aussi sur un médicament que votre fils a pris pendant plusieurs années et vous racontez comment il a emmené ce fils vers des... Comment on peut appeler ça? Spirale infernale. Spirale infernale, c'est exactement ça. Oui, il était dépendant des benzodiazépines, c'est la famille des anxiolytiques en fait, qu'on lui avait donné au départ simplement pour mieux dormir et pour calmer des crises d'angoisse passagères qu'il avait de temps en temps. Ces molécules sont extrêmement addictives et extrêmement puissantes et il est devenu dépendant. C'est très très compliqué de s'en débarrasser. Surtout quand on a 18 ans et qu'on n'a pas forcément et la force de caractère et l'envie de se débarrasser de cet effet un peu planant. Voilà, j'ai écrit ce livre pour raconter l'histoire de Joseph et puis c'est très vite devenu une sorte d'outil de prévention parce qu'on en parle assez peu. Et aujourd'hui, je consacre ma vie à ça, à alerter les jeunes dans les collèges ou à travers les interviews que je peux donner tout au long de l'année pour raconter son histoire. À travers ces 12 portraits, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de méthode finalement pour lancer une alerte et pour être efficace dans cette alerte. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est qu'à travers ces 12 portraits, on a 12 parcours avec des erreurs, avec des réussites, et c'est tout ça finalement qui permet de faire avancer les affaires peut-être. Oui, c'est ça, absolument. Chacune fait comme elle peut. Alors parfois avec des bouts de ficelle et puis avec des tempéraments totalement différents. Marine est très différente de Juliette. Donc chacune fait comme elle peut, mais elles portent leur voix. Pour reparler peut-être de Juliette, ce qu'elle fait aujourd'hui, parce qu'elle est très pudique et très discrète, mais ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est d'une utilité incroyable. C'est le sujet qu'elle porte, donc à savoir la restriction de prescription des anxiolytiques. On sait combien de personnes sont encore traitées par... On est le deuxième pays d'Europe le plus consommateur en termes de benzodiazépines. Les benzodiazépines, oui, c'est Lexomil, Serestat, Temesta. Donc maintenant, effectivement, je crois que le lien est certain entre Alzheimer et ces médicaments. Et moi, j'avais ma tante qui m'a élevée en EHPAD pendant un moment. On lui a filé systématiquement du Lexomil tous les jours. Maintenant qu'on sait que quand même c'est une des causes d'Alzheimer et de perte de mémoire incroyable, ça fait des trous de mémoire. Un médecin, moi-même, avant de jouer un jour, quand j'avais un problème personnel, il dit prenez donc ça pour vous détendre. J'ai eu les plus beaux trous de mémoire de ma vie. Et après on m'a dit mais c'est ça, c'est le Lexomil, ça donne des trous de mémoire. C'est quand même extraordinaire. Et une pharmacienne m'a encore confirmé que maintenant c'était avéré le lien entre les benzodiazépines et Alzheimer. Et effectivement, ce que dit Juliette, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui en prennent dans différents cocktails, que ce soit avec de l'alcool ou... C'est une drogue en fait. C'est vendu par les dealers, même toutes les autres drogues. C'est vendu au cachet. On achète un cachet à l'unité, pardon. Et voilà, et ce que fait Juliette, donc elle intervient dans les collèges, et je trouve que c'est vraiment un sujet contemporain. Pour moi, c'est vraiment la définition de l'utilité, et elle devrait être dans toutes les écoles de France. Dans le parcours, on s'aperçoit que c'est toujours évidemment une prise de position personnelle, mais c'est surtout sortir de ce combat en solitaire qui permet de faire avancer les choses. Comment vous en êtes arrivé à faire exploser ce combat? Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ouvert la parole sur ce sujet-là, et que la dépendance aux médicaments est un vrai sujet aux États-Unis, puisque c'est la première cause de mortalité avec la crise des opioïdes aujourd'hui. Et quand j'ai écrit ce livre, que je ne pensais même pas éditer, je pensais juste l'écrire pour garder une mémoire intacte de ce qui s'était passé, ils m'ont vu comme une voie possiblement
disponible pour aborder le sujet. Et donc j'ai commencé à être invitée dans différents... Parce que finalement, les médias parlent beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, puis très peu de ce qui se passe en France, comme si ça n'existait pas. C'était le cas en tout cas quand ça a commencé. Aujourd'hui, la parole est quand même un peu plus ouverte. On mène des actions qui n'existaient pas il y a encore 2 ans, des centres qui s'ouvrent, des départements dans les CHU spécial jeunes addicts. Tout ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a eu un premier rapport établi par les autorités de santé. Ça, c'est quelque chose qui, il y a 3 ans, effectivement, en France, on n'en parle pas. Ça a vraiment ouvert la voie, même si on n'est pas au stade des États-Unis. Les États-Unis, c'est 175 morts par jour, la crise des opioïdes, donc on est très très loin de ça. Mais justement, c'est aussi le message que porte Juliette, c'est qu'il faut faire attention. C'est peut-être mieux de faire attention avant que ça nous arrive. Ouais. Exactement. Quand on a lancé une alerte, est-ce qu'à tout moment on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et est-ce qu'on se dit on va faire en sorte que ça s'arrête à tel moment? Ou comment on vit avec ça, avec cette espèce de vue sur l'horizon comme ça, perpétuelle? Ouais, un poids sur les épaules. Parce que moi je me rends compte que... C'est un poids dont il faut bien se débarrasser à un moment. Ben, je culpabilise toujours parce qu'aujourd'hui, effectivement, je sens bien qu'il faut porter cette alerte. C'est-à-dire qu'après avoir dénoncé le scandale, effectivement, il faut continuer à le porter si on veut faire évoluer la société, si on veut changer les choses. Et j'ai obtenu des changements, j'ai obtenu les pictogrammes sur les boîtes de médicaments de femmes enceintes barrées. Je trouvais ça aberrant qu'on le voit sur les bouteilles d'alcool, sur les paquets de cigarettes et pas sur les médicaments. Donc ça m'a paru une évidence. Donc j'ai travaillé dur avec le gouvernement, c'était sous Marisol Touraine, pour imposer ces pictogrammes. Mais le lobby pharmaceutique était là pour surtout ne pas le voir. Donc il faut continuer. Aujourd'hui, moi j'ai voulu m'impliquer en devenant patiente experte à la NSM au sein justement des comités grossesse et allaitement pour que, certes, la dépakine, maintenant on sait que c'est toxique, mais il faut savoir que tous les antiépileptiques qui sont de la même famille, d'ailleurs il y en a beaucoup, c'est des benzodiazépines, le but c'est de taper sur le cerveau de la maman pour calmer ses décharges électriques, ça tape aussi sur le cerveau du bébé en développement, donc ils sont tous tératogènes. Et derrière, il n'y a pas que cela, les antidépresseurs, leurs cousins et toutes ces familles de médicaments. Voilà. Et aujourd'hui, les femmes ne savent pas que ces médicaments sont phytotoxiques. Donc il y a encore plein de choses à faire évoluer dans la société, donc porter cette alerte, il faut continuer. Alors c'est vrai que c'est un poids qui est quelquefois lourd à porter parce que je me dis, si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Et ça, c'est lourd. Alors, des fois, j'ai envie de tout claquer, de dire mince, j'en ai assez fait, c'est bon, je reprends ma vie normale, avec un job normal. Et puis, des fois, je me dis bon, t'as rouspété, pour être poli, contre les ministres, contre les... Je crois que je ne supporterai plus un patron sur le dos qui va me dire madame, vous refaites la lettre, là, elle n'est pas bien rédigée. Donc, je crois que je suis devenue inemployable. Voilà. Ça fait quand même 8 ans que Marine Martin a commencé son combat, donc c'est vrai que c'est très long, et même elle l'a pas tout à fait dit, mais elle a quand même renoncé à son emploi pour pouvoir s'y consacrer. Pas tant pour elle, parce que voilà, mais c'est surtout pour les autres. Il y a un mot qui revient souvent, enfin c'est pas tout à fait un mot, c'est ANSM qui revient souvent dans toutes les affaires, Agence nationale de sécurité du médicament. Et ça, c'est des gens avec qui vous avez forcément eu affaire. Et quelle relation on a quand on est un lanceur d'alerte et qu'on amène toutes ces preuves irréfutables, quoi. Et quelle relation on a? Moi, ça a été chaud au début, très clairement, avec Monsieur Martin, qui n'a aucun lien de parenté avec moi d'ailleurs. Au début, en fait, c'était un peu grâce à Gérard. J'ai su, Sanofi voulait, Gérard Barthes, pardon pour les intimes, il voulait absolument que Sanofi apposent leur logo sur les documents d'information sur les dangers de la dépakine. Je dis, mais vous foutez de moi, c'est pas possible. Oui, mais c'est eux qui vont payer les impressions. Je dis, mais moi j'en ai rien à faire, c'est moi qui ai dénoncé, on a travaillé ensemble. Comment en plus ils se targueraient d'avoir fait modifier les documents? C'est hors de question. Donc, à coup de pression, j'ai dit, si vous faites ça, je vous dénonce dans la presse. Bizarrement, la NSM a fini par imprimer par eux-mêmes les flyers, etc. Mais voilà, à chaque fois, ça a été des combats coup par coup avec des menaces de dépêche AFP pour qu'effectivement les choses avancent. Et puis je me rappelle de ma première réunion à l'agence, j'ai dit mais donnez-moi le nom d'un antiépileptique qui ne soit pas phytotoxique. Et on m'a répondu il n'y en a pas. J'ai dit mais alors il faut le dire aux femmes. Et on dit non, on ne peut pas le dire parce que ça va être anxiogène. Mais purée, le consentement éclairé, c'est quoi? Ça existe ça?
Donc là, moi, je tombais des nues et en fait, ça fait peur. Quand on voit ce qui se passe derrière le rideau, on a peur. Ça marche vraiment comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie que les choses évoluent et je pense que les citoyens doivent se dire que David, il peut gagner contre Goliath et il faut agir, il ne faut pas les laisser faire en toute impunité. Tu parles de consentement éclairé, non seulement ça existe, mais en plus c'est la loi. C'est-à-dire que c'est la loi de 2002 sur le patient. Donc oui, en théorie, même légalement, ce consentement et cette information au patient doit être donnée. Pour le lévothyrox, c'est beaucoup plus subtil en fait. 3 millions de personnes prennent ça tous les jours. Certaines vous disent c'est un médicament de survie quand il n'y a plus de thyroïde. Or, il se trouve qu'avec cette nouvelle formule, à peu près, grossièrement, 50% des patients n'ont pas eu d'effets secondaires. Et 50% les ont eu. À peu près tous les mêmes. Les animaux aussi. Les vétérinaires ont rapporté que les animaux qui prenaient de cette nouvelle formule lévothyrox perdaient leur poil par plaque, comme les femmes leurs cheveux aussi, devenaient complètement apathiques. Donc il y avait quelque chose, on ne peut pas quand même accuser les animaux de se faire des idées. Hein, voilà. Donc, mais alors par contre, il y a eu une chose terrible, c'est que le corps médical dans son ensemble, à part de rares exceptions, ne croyait pas aux patients. J'ai encore eu, il n'y a pas longtemps, dans un salon du livre, une dame qui est arrivée avec des cannes en me disant « Vous ne pouvez pas savoir, avec cette nouvelle formule, je peux même presque plus marcher tellement je suis mal. » Et j'ai dit « Mais vous la prenez encore ?» Et elle me dit « Mon médecin ne veut pas me changer. » Voilà. C'est-à-dire qu'on en est encore là. Je n'ose pas penser justement à ce qui a pu se passer dans les EHPAD, des choses comme ça, où effectivement il y a des tas de vieilles personnes à qui on a dit mais non, mais c'est des plaisanteries, c'est le syndrome du Perret. Hein, je sais qu'on m'a appelé le syndrome du Perret aussi. Vous faites des idées, en fait on est toutes des hystériques, mais prenez-le, continuez à le prendre, tout ça c'est des bêtises. Et en fait il y a certainement au moins les 3 quarts du personnel médical qui ne nous a pas cru. Voilà. Il y a une amie qui a été hospitalisée parce qu'elle avait des malaises pour rien, puisque c'était ça, et elle a dit c'est peut-être le lévothyrox nouvelle formule. Elle m'a répondu il se tape sur les cuisses. Il se tape sur les cuisses de rigolade. Donc, voilà. C'est bon, et il y a des gens à qui ça ne fait rien. Donc c'est bizarre. Mais Madame Buzyn ayant prononcé elle-même le mot d'inconnu scientifique, ça aurait été formidable qu'on ordonne une recherche. Hein, en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est la grande étude qui permettrait de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce médicament, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi est-ce que ça a l'air de carrément modifier le métabolisme des gens. Et pourquoi certains oui et pourquoi d'autres non, ce serait passionnant une inconnue scientifique comme ça. Alors il faut surtout prendre des tas de rapports pour l'excuser, pour dire que non, il ne s'est rien passé, oui, elle est meilleure que l'autre, mais c'est beaucoup mieux. C'est hallucinant, quoi. On pond des choses mensongères pour masquer une inconnue. Et alors je crois qu'il est dans la salle, mais il y a Claude Pichemont, qui est l'ancien vice-président de la NSM, qui a demandé cette étude scientifique qu'il n'a pas obtenue. Aujourd'hui, elle n'a pas l'air d'être dans les tuyaux et c'est compliqué pour y compris les prochaines peut-être crises sanitaires qui pourraient s'amorcer. Ça veut dire que le combat continue quand même. Le combat continue et on pourrait se dire le changement de formulation, il a été opéré le 1er avril 2017, donc ça fait 2 ans et demi. Mais oui, le combat continue, d'autant que les stocks d'anciennes formules du lévothyrox sont en train de s'épuiser. Et a priori, à partir de début 2020, il n'y aura plus d'anciennes formules. Or, il y a encore 122 000 personnes en France qui sont sous cette ancienne formule. Donc, il va falloir leur trouver des solutions. Ce qui veut dire analyse, recontrôle d'analyse. Il ne faut pas savoir ce que cette histoire a coûté de fortune à la sécurité sociale. Fortune, quoi. Moi, j'ai des amis qui m'ont appelé quand ils ont compris, grâce à ma lettre, que c'était ça. J'ai une amie comédienne qui m'a dit, mais tu ne peux pas savoir, Annie, la fortune que j'ai coûtée à la sécurité sociale. J'ai fait des IRM, j'ai fait des scanners. On allait m'hospitaliser pour recherche d'un cancer rare. Et je viens de découvrir que c'est juste à cause de ce changement de formule. Voilà. 4 mois d'errance, d'examen en examen, et à chaque fois qu'il faut changer de formule, il faut refaire des examens, c'est une fortune. Voilà. Finalement, on s'aperçoit que même quand on s'appelle Annie Dupéret et qu'on est connu, on a autant de mal à faire passer des alertes. Voilà, c'est ça, c'est toujours le même principe, quoi. Du coup,
on dit que les médias sont suffisants pour faire avancer une alerte. Finalement, c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Peut-être des réponses là-dessus? Médias et pouvoir, quand même, il y a quand même un jeu qui c'est la seule chose qui fait peur aux politiques, c'est pas les scandales sanitaires, c'est pas le nombre de victimes, c'est l'image qu'ils ont dans les médias. Donc dès lors qu'on arrive à mobiliser quand même les médias, moi je sais que je suis entendue, c'est pas parce que mon histoire est plus triste, plus qu'une autre, c'est parce que je leur fais peur avec les médias et ils savent que ce que j'avance est construit, étayé. Bien sûr, il faut les deux, il faut l'argumentaire derrière, mais il faut aussi être entendu dans les médias, sinon on ne peut pas relayer cette alerte, porter cette alerte sur le long terme. Et puis il y a le volet, enfin je ne sais pas si on va l'aborder, le volet judiciaire. Il faut absolument que les responsables soient condamnés et que ce soit dans les scandales Mediator, Dépakine, il faut, jusqu'à présent, ils s'en sont super bien tirés, quoi, les laboratoires. Donc il faut absolument qu'il y ait une condamnation judiciaire pour qu'ils cessent de mentir aux citoyens sur leurs produits, tout ça pour des buts financiers, enfin principalement, quoi. C'est peut-être bien aussi de redire que là en ce moment se tient quand même un des procès les plus retentissants, puisqu'il y a en ce moment le procès Mediator qui dure 6 mois, mais tout le monde n'a pas la chance, entre grands guillemets, d'avoir un procès, parce que là encore c'est des années et des années de procédure avant. C'est vrai que Irène Frachon revient régulièrement dans les chapitres de Ces Résistantes, et on voit que c'est une... oui, c'est ça, c'est la figure tutélaire. Est-ce que vous voulez en parler justement de comment vous vivez en ce moment ce procès Mediator, par exemple? Est-ce que vous le suivez particulièrement? Non, je ne suis pas beaucoup. Moi, oui, forcément. Puis bon, alors, là, j'ai Irène qui est parmi nous, donc vous me mettez la pression en plus. Donc, oui, bien sûr, je la suis depuis le début, cette affaire Mediator, et forcément, enfin, on attend beaucoup, parce que ce sera la première fois qu'un laboratoire sera condamné. Moi, j'y crois vraiment, parce que c'est aussi ouvrir la porte derrière pour tous ceux qui viendront, se dire oui, c'est possible, David peut gagner contre Goliath, et les laboratoires ne peuvent pas s'en tirer en toute impunité, en mentant et en trompant les consommateurs de médicaments. Donc je pense que derrière il y aura un changement sociétal, et je l'attends avec impatience. Pour moi c'est capital, et il faut aller jusqu'au bout. Et moi dans le dossier Dépakine, le procès pénal, je l'attends et je lâcherai rien jusqu'au bout, hein. Ça durera 10 ans, 20 ans, mais c'est le combat d'une vie, je le sais. Justement, combien de temps? Une idée? Là, j'attends pour fin du mois de novembre une étude pharmacologique dans le cadre de l'enquête pénale. Donc j'espère qu'elle va elle va être à la hauteur de ce que j'attends. C'est vrai que dans le dossier Dépakine, j'ai été extrêmement déçue, parce que j'avais vu le dossier Mediator où tout de suite il y avait eu des saisies dans les locaux de pièces dans le cadre du procès pénal. Ça a été pareil, je crois, dans le dossier Levothyrox. Dans le dossier Dépakine, il n'y a rien eu. On a eu un juge de nommé, ils ne sont même pas allés dans les locaux de Sanofi saisir des pièces. Donc Sanofi a pu détruire tout ce qu'il voulait. Donc là, je me suis dit, mais comment ça se fait? Encore une fois, le laboratoire est si puissant, Sanofi, le fleuron de l'industrie française, ça va être dur. Bon, là, j'attends beaucoup de cette étude pharmaco. Derrière, on verra si le juge se bouge un petit peu plus et va un petit peu plus loin. Mais en tout cas, moi, je lâcherai rien, ça c'est sûr. Ça va peut-être changer. Oui, l'étude elle a été faite. Bon, j'ai porté plainte au pénal, moi, dans le dossier Martin, mais aussi au nom de l'association, au nom de la PESAC. Donc voilà. Parce que moi, j'ai réussi, c'est vrai, par rapport à d'autres scandales, à fédérer 6500 victimes qui sont derrière moi, mais c'est très difficile de fédérer autour des scandales sanitaires, parce que souvent, il y a des associations qui s'éparpillent, il y a plusieurs associations. Donc, pour faire entendre sa parole face aux institutions, c'est très difficile si on est plusieurs. Et Marine porte, enfin, la PESAC, l'association de Marine Martin, a porté aussi la première action de groupe, puisque désormais il est possible en France, lorsqu'on est une association agréée par le ministère de la Santé, de porter donc une classe action un petit peu à l'américaine. Donc la PESAC est la première association à l'avoir portée. Il y en a une autre qui s'appelle Résiste, dont on parle aussi dans le livre, qui se bat contre les effets secondaires des implants de contraception et sûre. Ça aussi, c'est une nouvelle voie judiciaire, même si pour l'instant aucune décision n'a été rendue sur ce point-là. Je serai auditionnée là prochainement le 17 décembre par des députés justement pour l'amélioration de l'action de groupe. Donc je suis en train de réfléchir à des propositions. Donc oui, non, c'est toujours d'actualité.
Oui, on verra ce sur quoi va se déboucher, mais en tout cas j'ai le soutien de députés. Ce qui est vrai, c'est que dans le dossier des Paquines, j'ai eu plusieurs soutiens de tous les partis, et ça aussi c'est important parce que finalement on s'aperçoit que ces scandales-là, voilà, il est propre à un gouvernement. Ça fait 50 ans que le médicament est sur le marché, ça fait 50 ans que les gouvernements se succèdent sans jamais rien avoir fait. Donc c'est pas propre au gouvernement, mais par contre, politique et industriel, ils sont effectivement liés. Alors, peut-être que là je suis un petit peu en... Tu dis que rien n'a été fait, mais non, il y a quand même des choses qui commencent à être faites, et c'est quand même aussi ce qu'il faut montrer, c'est que vous arrivez quand même à avoir des avancées et que tout n'est pas si sombre. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on voit quand même que les choses avancent petit à petit, et heureusement. Oui, heureusement, l'agence quand même du médicament fait des efforts et travaille ardemment à améliorer les dispositifs de pharmacovigilance. Mais si on prend sur tout ce qui est les implants contraceptifs, on se voit que là, dans la réglementation, il y a des lacunes gigantesques et qu'il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que Florence, vous voulez parler un petit peu des autres lanceuses d'alerte qui sont présentes dans le livre? Parce que même si elles ne sont pas là, elles sont aussi importantes. Et puis leur parcours peut être aussi exemplaire. Oui, tout à fait. Ce livre, l'idée c'était vraiment de balayer différentes thématiques et différents profils, parce que je voulais pas que ce soit que des profils qui se ressemblent. Je vois la première là sur la photo, mais puisque vous en parliez tout à l'heure, c'est Marion Lara, puisqu'elle a été votre première lauréate. Absolument, elle était là ici en 2015 pour recevoir le premier prix qu'on avait lancé pour récompenser le livre de lanceur d'alerte. Marion Lara, c'est un parcours incroyable. C'est une jeune femme qui a 18 ans, s'écroule dans sa salle de bain, victime d'un AVC massif, et dont elle va apprendre 4 ans plus tard que c'est lié à la pilule de 3e génération qu'elle prenait. Évidemment, elle tombe des nues, elle se dit qu'il faut qu'elle alerte, elle dépose plainte, le scandale éclate, c'est Le Monde qui révèle l'affaire, le journal Le Monde, et Marion va se battre, parce que déjà, elle va se battre contre elle a eu beaucoup de séquelles après son AVC, et elle va porter l'alerte, et elle va obtenir le déremboursement des pilules de 3e et de 4e génération et une limitation des prescriptions. Si aujourd'hui on a une contraception qui est plus sûre, c'est aussi grâce à Marion Lara. Même si ça a pris un peu de temps quand même. C'est un petit peu quand même le point commun de toutes leurs histoires, c'est que ça prend toujours beaucoup de temps. Trop de temps. C'est vrai qu'on retrouve dans le livre beaucoup de médicaments qui ont trait à la gynécologie ou à l'obstétrique. C'est quand même aussi un des points communs, et on peut aussi s'interroger là-dessus, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes, pas avec tous les médicaments bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'il y a quand même ce point commun de médicaments liés à la gynécologie ou à l'obstétrique qui causent des problèmes. Donc ça, c'est peut-être aussi une piste de travail pour l'avenir. Et aussi, moi, ce qui était important dans le livre, c'était aussi d'aborder la question des addictions, qui est effectivement un petit peu en marge de la problématique pure du médicament, mais je voulais qu'on parle de l'alcool avec le portrait de Laurence Cotet, qui est une ancienne alcoolique qui se bat aujourd'hui pour lever le tabou de l'alcoolisme au féminin. Et je voulais évidemment qu'on parle de Juliette et de son combat incroyable pour alerter sur les anxiolytiques et leurs méfaits et notamment sur les adolescents. Est-ce que peut-être qu'il y a des questions dans le public, peut-être, ouais. Un petit micro baladeur. Bonjour, je suis Claude Pichemin, ancien vice-président de l'Agence du médicament. Et donc, moi je suis très admiratif des 12 résistantes, très admiratif, et je trouve que ce livre devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Alors, on peut essayer de le faire passer, mais ça va être dur. C'est un combat de longue haleine. Alors, je voudrais dire un mot sur le Botirox, puisque en tant que vice-président, je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, ce qui me frappe dans ce qui s'est passé sur tous ces scandales sanitaires, c'est les mêmes mécaniques. Au départ, il y a la plainte des patients et des patientes pour le Botirox. Ensuite, on a effectivement des lanceurs d'alerte, qui sont des lanceuses d'alerte. Ensuite, les médias traditionnels se saisissent du sujet. Et par exemple, sur les Botirox, c'est le Parisien, sur le Mediator, c'est le Figaro. Et donc, les médias traditionnels ont joué quand même un rôle très très important. Et ensuite, effectivement, il y a judiciarisation et très rapidement, il y a des plaintes. Donc, on retrouve toutes les mêmes mécaniques sur tous ces systèmes. Et pour ne pas être trop long sur les Botirox, effectivement, la question qui se pose, pourquoi
des patients ont très bien supporté le nouveau lévothyrox, d'autres ne l'ont pas supporté. On ne le sait toujours pas, il n'y a pas eu d'études scientifiques. Et deuxièmement, on avait dit, pour changer le lévothyrox, en prenant un nouveau lévothyrox, qu'il faudrait qu'il soit plus stable. Parce que l'ancien lévothyrox, effectivement, était donné sur 3 ans. Et on disait qu'au bout de 3 ans, il perdait la stabilité. Très bien, sauf qu'on aurait pu très bien réduire à 2 ans la péremption. Et il faut savoir que le nouveau lévothyrox, il a la péremption 2 ans. Donc vous voyez effectivement que tout ça n'est pas très clair. Et donc moi j'attends toujours une étude scientifique pour lever un mystère médical. Car ça reste un mystère médical, un mystère scientifique. Et moi je veux encore féliciter Annie Dupéret qui a joué un rôle très important. Il ne faut pas minorer. Elle est à la fois actrice et lanceuse d'alerte. Ça veut dire qu'on peut être les deux. Et je vous remercie Madame Annie Dupéret. Sur la date de péremption, effectivement, j'avais dit à Madame Buzyn que si on veut choisir un mensonge, une date de péremption, c'est formidable. L'instabilité d'un médicament, vu que la thyroïde elle-même est instable, qu'est-ce qui est instable? Le médicament ou la thyroïde? Donc, si on veut choisir un mensonge, il est parfait. Merci à vous, en tout cas, d'avoir ce courage de prendre la parole. C'est pas toujours évident. Moi, je voudrais témoigner pour un autre... Je voudrais témoigner, ça va mieux comme ça, d'un autre scandale sanitaire qui n'est pas lié aux médicaments mais à la prothèse PIP. Alors je rappelle, parce que je pense qu'il y avait un témoignage dans le livre. Oui, il est abordé. J'ai oublié d'en parler, mais bien sûr, il y a Joël Magny. Les 30 000 victimes de la prothèse PIP, en fait, n'ont pas pu toutes, sans doute, se déplacer parce que c'est pas seulement européen. Ça a été un scandale qui a touché même l'Amérique latine. Bon. Et rappel rapide, en fait, quand on a eu un cancer et l'ablation du sein, parfois on souhaite reconstruire cet organe qui manque. Et certaines femmes donc ont été conduites souvent d'ailleurs par le lobby des chirurgiens à faire une reconstruction. Et, ou bien on prend suffisamment de chair dans le corps s'il y a assez, ou sinon on rajoute une prothèse. Et ces prothèses faisaient l'objet d'un suivi, mais quelqu'un qui a commercialisé donc un secteur très rentable, Jean-Claude Masse, a trouvé très économique de remplacer le gel médicamenteux, contrôlé, EC, par un gel industriel juteux comme système. Bon. Alors effectivement, il y a eu là aussi des effets secondaires avec des choses épouvantables, argumentées par des radios et des tas de symptômes. Bon. Heureusement, donc, alors, il y a eu aussi des gens qui ont eu le courage d'affronter le milieu justement des organismes qui auraient dû contrôler et qui ne l'ont pas fait, et aussi le lobby des médicaments et des chirurgiens. Et lancer donc cette information. Une association a pris le relais. Et alors, je suis un peu en désaccord avec le monsieur, parce que je pense que parmi les médias, il y a eu quelques journalistes courageux, et comme c'était des hommes, bravo, parce que en fait, les médias ont surtout diffusé une image catastrophique des femmes en disant que c'était tous des Bambi, enfin des femmes, oui, des bimbos, voilà, c'est ça. Et donc le mépris dont vous avez parlé, on l'a connu aussi très fortement. Il a fallu beaucoup de temps donc avant que le premier procès parvienne à se développer donc à Marseille. Alors ce monsieur Jean-Claude Masse donc a été condamné pour escroquerie. Pour les effets secondaires sur la santé, c'est un deuxième procès qu'il faut attendre. Le premier a déjà pris une dizaine d'années, donc, et le monsieur est mort. Bon. Donc je pense que le risque est grand que les choses soient enterrées. Donc nous ne saurons jamais quelles sont vraiment les conséquences sur la santé. Beaucoup d'entre nous sont déjà mortes, et donc les autres suivront. Et alors je voudrais donc vous donner le courage de continuer votre lutte, parce qu'il ne suffit pas que le procès ait lieu, que les personnes responsables aient été condamnées. Il faut encore qu'ensuite l'État accepte d'indemniser, parce qu'il a réussi, bien sûr, cet escroc, à placer son argent dans sa famille et dans les paradis fiscaux aussi. Et ça, c'est l'objet du troisième procès.
on verra sûrement pas. Hein, bon. Mais il faut assurer la relève, effectivement, pour qu'il n'y ait pas d'enterrement de l'information. Et je pense que dans vos affaires à vous, en fait, on a incriminé l'Agence du médicament. Moi, je ne suis pas persuadée que les choses ont changé. Seul le nom a changé. Avant, c'était l'absence. Bon. Donc, il faut là aussi être très vigilant. Donc, bon courage et en tout cas, merci à vous. Et Madame, vous parliez de mépris, vous parliez de Jean-Claude Masse. Je crois qu'on avait eu un exemple flagrant, puisque avant le procès, il avait qualifié les femmes qui déposaient plainte d'emmerdeuses qui ne veulent que du fric. C'était vraiment ces propos qu'il avait tenus dans la presse. L'exemple de Joëlle Manighetti, qui fait partie des 12 résistantes, pour fric, elle a eu 1 700 € d'indemnisation, qui n'a pas été payée par Jean-Claude Masse, mais qui a été payée par l'État qui s'est substitué à lui. Voilà. 2, 1, 2. Juste une petite question par rapport à la loi sur le secret des affaires. Comment ça vient perturber vos actions? Si je ne m'abuse, j'avais déjà appris avant le secret des affaires. Tu vas me dire si c'est exact, Claude. Je savais déjà qu'il n'y a pas de traçabilité des produits qui rentrent dans un médicament. J'avais appris ça moi-même à certains journalistes, l'ayant appris de gens qui m'ont dit, mais de toute manière, il n'y a pas de traçabilité. Je dis, comment ça, il n'y a pas de traçabilité? Ben non, parce que d'abord, un médicament, il est fabriqué comme ça, mais de produits qu'on a achetés à des sous-traitants qui eux-mêmes peuvent sous-traiter. Donc, avant même le secret des affaires, il n'y a pas de traçabilité des produits qui rentrent dans un médicament. Et j'ai vu des journalistes avoir la mâchoire qui tombait sur les genoux, tellement ils ne croyaient pas cette information, qui pourtant, maintenant, c'est encore durci avec le secret des affaires. Déjà, il n'y en avait pas, maintenant, on ne peut plus, au cas où il y en aurait. C'est vrai que ce qui est un petit peu troublant, mais peut-être que Claude Pigement, effectivement, pourrait compléter sur cette histoire de secret des affaires, c'est dans l'affaire du Levothyrox, un avocat avait demandé, effectivement, la mise à disposition de l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché avec la composition exacte du Levothyrox. La demande, je crois, a été faite en avril. En juillet ou en août, la loi sur le secret des affaires est passée. Et donc l'ANSM a répondu en septembre, si je ne me trompe pas, vous allez pouvoir me confirmer ou m'affirmer, a invoqué le secret des affaires pour ne pas répondre à la demande de l'avocat. C'est bien ça? Il y avait déjà une forme de secret des affaires avant la loi. Et la dernière loi, effectivement, de juillet, a encore durci le texte et protégé encore plus, effectivement, les laboratoires. Et donc la NSM s'est appuyée sur l'ancien texte et le nouveau texte pour dire, effectivement, qu'on ne pouvait pas avoir accès, effectivement, au mécanisme de fabrication, effectivement, du médicament. Donc on ne sait toujours pas, effectivement, entre l'ancien Levothyrox et le nouveau Levothyrox, quelles sont les différences et est-ce qu'il y a, parce que ça c'est une hypothèse, une interaction entre les nouveaux excipients et la molécule active. En fait, les excipients nouveaux sont des bons excipients, la molécule active est une bonne molécule active, la L-tyroxine, mais on peut penser, on peut suggérer qu'il y a interaction entre l'excipient et la molécule active. Et c'est justement ce qu'on demandait à une étude scientifique pour prouver ou ne pas prouver que cette interaction amène effectivement le pourrissement de la vie de dizaines, sinon de centaines de milliers de patients. C'est quand même curieux que pour des scientifiques et des gens quand même, ils disent non mais le nouvel excipient est innocent. Bon, la levothyroxine est innocente, ça ne peut pas. Quand même, on sait bien qu'en prenant deux produits innocents et en les mettant ensemble, c'est comme ça qu'on fait une bombe. C'est ça les réactions chimiques. Alors, je veux dire, on nous dit oui, le mannitol c'est innocent, il y en a dans d'autres médicaments, mais personne ne cherche à savoir pourquoi dans celui-là il peut faire des effets épouvantables. Alors c'est comme ça effectivement qu'on fabrique des petites bombes. Oui, bonjour, Serge Rader, je suis pharmacien. Je voudrais vous amener un autre problème et un autre scandale en puissance. Je vous félicite, Madame Martin, bien que je sois assez pessimiste sur la suite, parce que moi aussi je fréquente la NSM, que j'appelle l'Agence nationale scientifique du mensonge.
Madame Dupéret, bravo aussi pour votre action. C'est pas facile pour une comédienne et quelqu'un de connu de se mettre en avant. J'ai approché Isabelle Adjani sur un autre problème, mais Robert De Niro aux États-Unis en subit aussi les siennes, et je voulais en venir au but, qui est le vaccin. Ça fait 6 ans que je travaille la question des vaccins. Depuis 20 mois, j'ai déposé des plaintes aussi bien à la NSM qu'à la DGS, etc. C'est le silence radio. Les journalistes n'ont pas le courage, sauf quelques journalistes indépendants ou freelance, d'aborder le problème. Alors, nous avons mis nos bourses en jeu et j'ai fait sortir beaucoup d'argent aux associations pour analyser les vaccins, notamment ceux de l'obligation vaccinale. Et ce qu'on trouve dedans est incroyable. On est en train d'injecter de la soupe de poisson à nos enfants et les maladies chroniques explosent et personne ne bouge. J'ai contacté les 2 ordres professionnels, les 2 académies, j'y ai parce que vous savez, l'Académie de médecine n'a d'académique que le nom. Hein. On trouve des gens un peu plus libres d'esprit à l'Académie des sciences. Donc il y a quelques professeurs qui remettent en question. J'ai passé la matinée avec le professeur Cron qui amène, et on va essayer de monter une émission parce que on entend que les leaders d'opinion qui sont bien sûr maqués et corrompus avec le lobby, je n'ai pas peur des mots, hein, et je les pèse. Donc on ne peut pas continuer, et donc ce scandale de la composition des vaccins, je vous donne quand même 2-3 contaminants qu'on a trouvés dedans, hein. Outre l'absence des antigènes dans les vaccins, donc vous ne pouvez pas avoir d'anticorps hein, s'il n'y a pas d'antigènes, hein, et dans les 4 vaccins en question, qui sont des vaccins de l'obligation, comme le Gardasil par exemple, où il manque 2 antigènes sur les 9, hein, on trouve des contaminants chimiques, ça va jusqu'au désherbant, hein, jusqu'aux pesticides, parce que les matières premières ne sont pas contrôlées et la NSM ne demande pas les contrôles au laboratoire qui, une fois qu'ils ont obtenu la MM, sont les rois. On ne fait plus rien après. Vous avez quand même une vision un petit peu caricaturale. Madame, vous êtes du Parisien, je crois. Je vous ai envoyé beaucoup de documents factuels et vous les rangez dans le tiroir comme les autres. Je crois qu'on s'est déjà croisé. Oui, tout à fait. Alors, moi, je veux bien qu'on défende certains, mais le lobby, le scandale, vous savez que même les cancers chez les enfants explosent, les cadotismes, les maladies auto-immunes, les cadotismes, on retrouve des mutations génétiques. Justement, dans les vaccins, on retrouve de l'ADN fœtal humain qui crée... Votre façon de le présenter quand même... Madame, je suis en colère. Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont bousillés par les vaccins et personne ne bouge. Voilà. Ce sont vos propos. Dans les contaminants, on trouve aussi des rétrovirus dedans, hein, type leucose aviaire, type leucémie, anémie infectieuse du cheval, type anémie de la souris, enfin bref, on va continuer comme ça, sans contrôle, et dès qu'on la ramène, dès qu'on prononce le mot vaccin, on passe pour un anti-vax. Moi je suis un pharmacien, j'ai vendu des vaccins toute ma vie, sans savoir, parce qu'on ne les apprend pas dans les bancs des facultés. On apprend un calendrier vaccinal. Et là je viens de passer 6 ans de ma vie que j'ai dédié à ça, parce que je me suis aperçu d'anomalies sur le terrain, et personne ne va entendre mes messages parce qu'il y a 40 milliards de chiffre d'affaires derrière. C'est insensé. Alors oui, je suis en colère. Moi, je pense qu'il faut que vous lisiez le livre de Florence Méréau, dans lequel il y a quelques petites indications qui vont pouvoir vous permettre d'avancer dans votre alerte. Et écoutez les conseils que donnent toutes ces lanceuses d'alerte, et je pense que vous allez pouvoir y trouver quelques moyens de faire avancer votre dossier. Peut-être d'autres questions dans le public, hein. Le problème des vaccins, on le connaît effectivement. On ne va pas le résoudre aujourd'hui, malheureusement. Non, on m'entend pas. Oui, je vous remercie également d'être présent. Et moi, je tiens particulièrement à vous dire une chose, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que les hommes ne sont pas là. Mais les hommes, ils sont là en vrai. Je pense que parmi vous, si vous avez la chance d'être avec un compagnon, un mari ou si vous voulez, je crois qu'ils ont quand même beaucoup aidé au fait que vous puissiez avancer dans votre démarche. Moi, je suis le mari d'une dame qui a essayé de se battre pendant des années, et croyez-moi que nous, à côté, on rigole pas non plus. Alors d'autant plus qu'on y met de la bonne volonté, mais c'est pas facile. Alors quand on voit le résultat... Je pense que c'est une alerte à lancer aussi. Et oui. Et la prochaine fois, faites la même réunion, mais en demandant peut-être à vos compagnons d'être à côté de vous. Lisez le livre de Florence, vous verrez que heureusement que mon mari est là pendant que je suis là devant vous, c'est lui qui s'occupe de mes enfants handicapés. Voilà. Et effectivement, c'est l'homme de l'ombre, c'est l'homme qui n'aime pas s'exposer.
qu'il le fait de temps en temps parce qu'il est obligé face aux médias. Mais heureusement qu'il est là. Sans lui, jamais je ne pourrais être là parmi vous aujourd'hui et porter l'alerte et continuer ce combat. Donc, mais oui, encore merci. Je le remercie au quotidien. J'ai la chance d'avoir un homme qui partage ma vie, qui partage aussi beaucoup, parce que pour être tout le temps par mots et par mots, c'est lui qui assume derrière et qui gère. Mais l'idée n'est pas de dire que les hommes sont inactifs. Non. Et les médecins, c'est vrai que beaucoup des médecins qui ont défendu, qui ont pris parti pour ce Levothyrox, c'est vrai, avaient généralement soit une femme, soit une mère, soit une épouse touchée, ça aide à croire. Et puis il y avait quand même un journaliste avec qui on avait été en rapport, qui voulait faire un film sur ce foutu Levothyrox. Ça n'intéressait personne, il a réussi à le placer nulle part, mais il avait un très joli titre, parce qu'il disait que lui, il a laissé son couple et son boulot. Son boulot à cause des effets secondaires, son couple parce que sa femme faisait partie du monde médical, elle ne l'a pas cru. Et il voulait appeler son film « Un homme hypothyroïdien est une femme comme les autres ». Moi, j'ai souvent, pendant très longtemps, été la femme de Monsieur le Principal. Et aujourd'hui, c'est Monsieur le Principal qui est la femme de Marine Martin. Enfin, le mari de Marine Martin. Donc voilà le pauvre, maintenant je le plains. Une dernière question, je crois. Oui, moi je suis journaliste, notamment spécialiste dans les sujets de santé, journaliste indépendante. Vous avez parlé des antidépresseurs et j'ai parlé récemment à un pharmacologue de réputation mondiale qui me dit à peu près 15% des femmes dans les pays riches sont sous antidépresseurs, des femmes enceintes, pardon. Or, lui, il me dit que ça crée des malformations cardiaques, que ça augmente les risques d'autisme très considérablement. Et il me dit que ça crée aussi des cas d'asexualité. Alors, juste ce que je voulais dire par rapport au monsieur de la NSM. La dépakine, c'est un antidépresseur. Oui. Voilà, alors, il faut le savoir. 50% des prescriptions étaient pour les bipolaires. Donc voilà, comme beaucoup d'antiépileptiques, donc on citerait la lamotrigine qui est commercialisée sous le nom de l'Amictal, et les benzodiazépines via le vieux Gardénal et le Lyrica et tout cela. Tout ça, ce sont des cousins, et c'est des produits, mais extrêmement, donc qui entraînent les Alzheimer, on en a parlé en début de débat, qui empoisonnent les gamins et les rend autistes, puisque ça touche le cerveau, et créent les dépendances qu'on connaît, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, et c'est consommé à outrance dans nos sociétés. Il y a un profond changement à faire dans la société. Moi, je pense que c'est capital. C'était juste pour dire que en tant que journaliste, je sollicite la NSM pour avoir des renseignements. Je peux leur demander parfois 15 fois de suite sur 3 mois. Ils sont capables de ne pas me répondre et c'est vraiment le cas le plus général. Et quelle était votre question à la NSM? Quelle est la question que vous posez à la NSM? Alors ça dépend, je leur demande par exemple des statistiques. Est-ce que, voilà, en fait, ils m'ont répondu à peu près une fois sur 10. Transparence, c'est un mot qui revient souvent aussi, évidemment, dans ce livre. Il nous reste peut-être une petite conclusion à faire. Vous voyez, tout le monde lui en... Juste quand même pour vous compléter, madame, moi j'ai quand même réussi, excusez-moi je vous réponds, j'ai réussi à obtenir quand même les études à NSM sur justement les statistiques, combien de femmes avaient été exposées sur 50 ans de prescription, donc j'ai quand même réussi à obtenir des études. Mais c'est vrai que c'est à coup de pression médiatique, que moi dans mon bouquin, là, j'ai sorti avec Catherine Hill, l'épidémiologiste, des premières statistiques à partir de mes propres données. Voilà, et que derrière, l'INSEM, ils étaient un peu couillons, ils ont été obligés de faire les études. Voilà. Donc en fait, et aujourd'hui, j'ai mes datas, j'ai mes propres datas, je suis capable de vous dire combien en telle année il y a d'enfants, etc. Et j'ai pu extrapoler. Mais c'est vrai que, alors que j'étais absolument pas ni statisticienne ni quoi, j'ai pris par contre appui sur des gens qui avaient une crédibilité scientifique, etc., qui s'y connaissaient pour travailler ensemble. Mais j'ai dû m'équiper de logiciels que j'avais pas jusque-là, quoi, c'est clair. Un petit mot de conclusion, Juliette aussi. On est quand même plus fort quand on partage un combat, que grâce à Florence, on a pu se réunir. Ce livre, c'est une étape pour vous? Oui, ça continue. D'ailleurs, on va faire un film pour France Télévisions avec un débat médical derrière tiré du livre. Et puis, je continue, évidemment, la prévention partout où on m'appelle. Et voilà, je voudrais remercier Florence une fois de plus parce qu'on a pas mal d'actions tout ensemble grâce à elle et d'expositions médiatiques. Donc voilà, on continue. Absolument, oui, c'est vrai qu'on est 12 femmes avec des profils qu'on ne se connaissait pas et que ça fait du bien. Vrai. Marine, c'est pareil, la sortie de ce livre, ça va être
des projets autour de ce bouquin, des rencontres, etc. Oui, voilà, moi j'ai rencontré des femmes dont j'avais pas entendu parler jusqu'alors. Enfin, le Cytotech, j'avais jamais entendu parler. Voilà, il y en a que je connaissais déjà, Marielle, Lodès, parce qu'on était un petit peu cousins germains, parce que ça parlait de maternité, de grossesse, etc., de contraception. Mais j'ai découvert Juliette, je connaissais pas du tout. Donc pour moi, on apprend toujours des autres. Voilà, c'est ça. Et en partageant l'expérience, on est plus fort et on peut porter une voix derrière au niveau des institutions pour que les choses changent. Donc il faut rester dans le positif et l'action. Merci Florence. Ça fait plaisir. Annie, peut-être aussi un petit mot de conclusion autour de ce livre qui vient de sortir. Non, rien du tout. Elle s'en fout en fait. Un petit mot. Non, il faut le lire bien sûr. Et voilà, moi je dirais juste que moi c'est un dernier mot pour elles parce que je trouve qu'elles sont vraiment toutes inspirantes et que chacun ou chacune peut demain être confronté à quelque chose qui va bouleverser sa vie, que ce soit en matière de santé ou d'autres choses. Et je trouve que leur action, que leur combat dans la durée sont des exemples pour nous tous, que ce soit en santé ou dans d'autres domaines. Elles sont très inspirantes. En tout cas, merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir participé à cette réunion qui est vraiment éclairante. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur ce livre que vous allez pouvoir trouver en dédicace derrière, en plus des livres de chacune de ces auteurs. Merci beaucoup encore. C'est incroyable. Non mais si j'avais su, j'aurais vu que mon résistant tome 2, c'était à ça. Bah oui. Ouais. Ça va? Oui. Génial. C'est très sympa. J'avais connu en plus. Ouais, mince. C'est dommage que vous ayez pris la parole, j'aurais présenté ça. Non, mais voilà. Non, alors, Mathieu, est-ce que tu connais? Est-ce que tu reconnais? Ah bah oui, voilà. Je l'ai vu, mais j'ai découvert grâce à Florence. Mathieu, on s'est parlé sur Twitter. Ça va bien? C'est Mathieu Johan de Arc. Voilà. Bonjour, ça va bien? Incroyable. Mais t'as grandi. Ah bah oui, c'est plus, moi aussi j'ai du mal. C'est plus le petit garçon là. Bon, ça va, tout va bien? Ça va. C'est chouette d'être là, c'est sympa. Oui, mais attends, je veux pas que tu fasses de cadeaux avec Florence, une petite photo. Alors, attends, je regarde ça après. On va prendre une photo. Elle est très belle. Alors attends, je vois. C'est une clé USB avec ton prochain combat, non? Non, c'est un truc, c'est pour recharger tous les jours, recharger ton téléphone. C'est vrai? Tu sais qu'en plus, je n'en ai pas. Et c'est très problématique. 7 décembre. Oui, ça me fait. Merci, parce que franchement, ça me touche énormément. Alors, j'ai envie de dédicacer. Oui, avec grand plaisir. Ah ouais, tout à l'heure. Vous allez là-bas, non? Vous allez faire des dédicaces? Oui, vous voyez, c'est un cadeau pour faire des articles. C'est l'inverse. C'est comme ça que ça marche. C'est l'inverse. Qui achète qui? C'est Aka. Alors, Aka est un jeune homme incroyable, il a 15 ans. Vous les paraissez pas. Aka est diabétique 1 et sinon, je suis en train d'alerter. Un cardio diabétique de type 1, je suis désolée, je suis un peu émue, mais je suis un peu nerveuse. Ah ouais, tous les émissaires régaliens sont interdits. D'accord, je savais pas.
Et donc vous nous offrez donc... Non, moi je fais chose très important, c'est quelqu'un pour faire. Oui, bien sûr. Mais alors qui a offert, qui vous a offert? C'est des cadeaux souvenirs, en fait c'est des porte-bonheur. D'accord. Des porte-bonheur. Donc personne n'est acheté, personne n'est vendu. Voilà. Merci. Très bien, donc moi je suis rassuré en termes déontologiques. Suivez-moi là, parce que là j'ai mis mon... Venez. Ah oui, laisse pas trop traîner quand même. Merci.